Il me fait plaisir d'être votre hôte aujourd'hui. Je m'appelle Dr. Lana Potts. Aujourd'hui, nous allons commencer la partie 1 de notre série en 4 parties concernant notre formation en matière de sécurité culturelle et d'inclusion dans le cadre du règlement. Nous allons vous présenter Stuart Woodkey et aujourd'hui, nous allons parler de l'entente du règlement. Aujourd'hui, ça fait partie d'une formation à des fins générales. Ça ne représente pas les opinions de Deloitte, qui n'offre pas un avis ni des opinions. Il est important de demander des conseils avant de prendre des décisions qui pourraient avoir une incidence sur des particuliers. Donc, Deloitte ne sera pas responsable pour les mesures prises en fonction de ce webinaire ou cette page Internet. Donc, vous pouvez nous contacter et si vous avez des questions concernant la réclamation. Donc, le numéro est à l'écran, 1-833-852-0755. Et vous pouvez aussi envoyer un courriel à generalinfo@commercial contact.fncchildclaims.ca et on va partager cette information à la fin aussi. Passons à la prochaine diapo. Au cours des prochains jours, nous allons beaucoup parler des sujets différents. Alors, il s'agit de l'histoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ça peut néanmoins être très difficile et provoquer des réactions émotionnelles chez des gens. Ça peut euh, vous faire penser à des souvenirs ou des traumatismes. Donc, n'oubliez pas ce fait. Prenez soin de vous, absentez-vous pendant quelques instants s'il faut. Et nous avons quelques sites que nous allons fournir. Il s'agit du soutien lors d'une crise pour les membres du groupe. C'est disponible 24 heures par jour et vous pouvez contacter le service de la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être par téléphone 1-855-242-3310. Il y a aussi un chat en ligne, c'est www.espoirpourlemieux-être.ca. C'est disponible en anglais, en français, mais aussi en ojibwe et en cri. Il y a aussi une ressource pour les enfants. C'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est la ligne jeunesse J'écoute. C'est le 1-800-668-6868. Ou vous pouvez envoyer un texto au même numéro, 686868. Il y a beaucoup de 8 ce matin. Mais c'est très important de s'écouter et de prendre soin de soi-même en premier. Passons à la prochaine diapo. J'ai préparé cette formation. C'est la partie 1 de 4. Alors, ce sont 4 séances de formation qui visent à préparer les gens à comprendre pourquoi nous sommes ici. J'ai fait une déclaration pour expliquer pourquoi nous sommes ici et ce qu'on veut que les gens comprennent de notre parcours pour arriver jusqu'ici. D'où on vient, eh bien, ça nous indique ce qu'on doit savoir. Alors aujourd'hui, on va commencer par une introduction à l'entente de règlement. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? On entend parler euh, du, du groupe de réclamation et de l'histoire, mais là, on veut vraiment bien comprendre. Donc, nous avons notre expert, Stuart Woodkey. Ensuite, on va passer aux autres sessions plus tard cette semaine. On va parler de la colonisation, de la protection de l'enfance et on va se pencher sur le contexte culturel autochtone et quelle est l'incidence sur les enfants qui ont été pris en charge. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais on va remplir le webinaire de bonnes informations. Je vais d'abord vous présenter Stuart Watke. On va donner la présentation. On va passer à la période des questions et réponses et on aura quelques mots de la fin. Nous croyons respecter le temps alloué. Alors, pour vous parler de moi, je m'appelle Dr. Lana Potts. Je suis du sud de l'Alberta où j'ai été élevée. Je suis très fière d'avoir vécu là et de travailler là en tant que médecin. Je suis aussi directrice chez Deloitte sur l'établissement des nations. J'ai été élevée par ma grand-mère et ma mère. Ma mère était Strike Spoopstick et je peux vous dire que je suis fière de pouvoir dire que j'ai beaucoup appris sur l'inclusion et la vie en communauté en grandissant en tant que cérémonialiste. J'ai beaucoup de passion autour de
l'aide aux enfants et de l'aide aux gens, plus on travaille ensemble, plus on apprend et plus on est habilité et responsabilisé et on peut créer un avenir prometteur pour nos jeunes. Passons à la prochaine diapo. Aujourd'hui, notre conférencier est Stuart Wadkey. Il est membre de la Première Nation de Garden Hill sur le territoire du Traité 5 au Manitoba et il est un chef de file dans le domaine des droits des Autochtones et de la réforme des politiques. Monsieur Watke a joué un rôle essentiel dans l'élaboration d'une législation fédérale fondée sur les droits, telle que la nouvelle loi sur les services à l'enfance et à la famille. Et en tant qu'avocat général de l'APN, Monsieur Watke a fait avancer avec succès de nombreux règlements de recours collectifs importants et a contribué de manière significative à l'avancement de la réconciliation au Canada. Il nous fait plaisir de vous présenter Monsieur Stuart Watke. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde. Tel que mentionné, je m'appelle Stuart Watke, je suis l'avocat général de l'Assemblée des Premières Nations. Je fais par... En fait, je participe à ce recours depuis un bon moment et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous donner un peu de contexte pour vous expliquer comment nous avons formalisé l'entente du règlement et comment nous avons rendu l'indemnisation disponible à bien des personnes qui ont été touchées par la discrimination du Canada. Passons à la prochaine diapo. Comme je l'ai mentionné, l'Assemblée des Premières Nations, l'APN, est une partie principale dans ce recours en justice en matière de protection de l'enfance et nous avons, nous avons débuté un recours collectif en matière de discrimination également. Beaucoup de travail a été effectué de la part de l'Assemblée des Premières Nations. Un recours en justice était nécessaire finalement puisque toutes les tentatives politiques de réformer le programme n'avaient pas fonctionné auprès du Canada au fil des ans. Prochaine diapo. Comme je vous ai dit, l'APN travaille sur la protection de l'enfance depuis des années. Le programme, au départ, a été publié par le Canada en 1990. Depuis le début, il était évident que plusieurs enjeux existaient en lien avec ce programme fédéral. Jusqu'en 1999 et jusqu'en 2000, l'APN a travaillé avec plusieurs experts au pays, y compris la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Nous avions élaboré un examen national des politiques qui était un rapport sur l'efficacité du programme et on avait détaillé les lacunes. Le Canada n'était pas convaincu à l'époque et avait demandé des recherches supplémentaires. Alors, du travail supplémentaire a été effectué entre l'AANC, l'APN et plusieurs experts entre 2001 et 2005. Et ensuite, les rapports Wendy ont été publiés en 2005. Et ces rapports soulignaient plusieurs lacunes dans le cadre du programme et expliquaient de quelle façon les enfants étaient touchés de façon négative. En 2006, l'APN avait élaboré un plan d'action de leadership sur la protection de l'enfance comme une autre tentative de faire réformer les politiques et des changements au sein de la bureaucratie. En 2007, aucune action du gouvernement fédéral n'était prévue. Prochaine diapo. Alors, lors des recherches mixtes entre l'APN et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations et d'autres experts, eh bien, on avait conclu qu'il y avait un manque de financement fourni quand on faisait une comparaison aux services fournis par les provinces. Alors, on avait conclu que les agences des Premières Nations recevaient 22 moins de financement par rapport à leurs homologues provinciaux. Il y avait un incitatif pervers, c'est-à-dire le financement pour retirer un enfant était illimité dans le cadre du programme. Cependant, il y avait très peu de financement pour des mesures les moins perturbatrices.
Alors, très peu de fonds ou aucun fonds pour aider un enfant à rester chez lui où les agences pouvaient travailler avec les parents et remédier à toute préoccupation. Alors, c'était un incitatif pervers parce qu'une agence ne pouvait pas obtenir du financement à moins de retirer l'enfant du foyer. Pour ce qui est du principe de Jordan et d'autres programmes, eh bien, il y avait des différends entre les champs de compétences, à savoir qui était responsable de quel enfant, de quelle famille, que ce soit dans les réserves ou hors réserve. Alors voilà, c'est le résultat du rapport qui soulignait les nombreux problèmes avec le programme. Euh, Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, vous voyez des rapports, des recherches, des études qui ont été publiées par l'APN, mais aussi par la Chambre des communes, le Sénat, le Bureau du vérificateur général, sur une période de 24 ans. Grosso, Grosso modo, on sait que depuis l'examen national des politiques en 2000, beaucoup d'activités a eu lieu, en fait, qui démontraient des problèmes avec ce problème pour aux services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Malgré tout ça, le Canada avait choisi de ne pas corriger son programme de façon significative. Alors, ensuite, c'est le processus du Tribunal canadien des droits de la personne qui entre en jeu. Après 2007, il est devenu évident que le Canada n'était pas prêt à corriger les problèmes avec le programme au service à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Donc, Phil Fontaine avait passé à l'action pour accuser le Canada de discrimination. Prochaine diapo. Alors, nous avons déposé une plainte mixte entre l'APN et et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations en 2007. Il y a eu des obstacles procéduraux. Le Canada nous a mis des bâtons dans les roues avec ces procédures, mais enfin, en 2016, on a pu commencer l'audience devant le tribunal. En 2016, plutôt, c'était un peu plus tôt, mais en 2016, le tribunal a conclu que le Canada discriminait en effet euh, les enfants dans le cadre du programme. Le tribunal a conclu que la discrimination faite aux familles et aux enfants des Premières Nations était de la pire espèce. Plusieurs années plus tard, l'Assemblée des Premières Nations avait demandé de l'indemnisation à toutes les victimes de cette discrimination du Canada. L'APN était la seule partie dans le processus du tribunal qui a demandé de l'indemnisation directe aux particuliers pour les compenser, les indemniser pour les préjudices subis. Il y avait plusieurs approches, mais au bout du compte, le tribunal canadien était de l'avis de la PN et avait conclu que la discrimination de la pire espèce a eu lieu et que ces enfants et ces familles avaient droit à l'indemnisation. Prochaine diapo. Alors, en conformité avec la décision du tribunal, on avait conclu que la discrimination a eu lieu et le Canada était ordonné à verser une indemnisation. L'APN avait demandé le montant maximal en vertu de l'article 52.3 E et de l'article 53, paragraphe 3. Donc, le Canada était obligé de payer 20 000 pour des souffrances et douleurs générales et 20 000 supplémentaires pour une conduite délibérée et imprudente. Le Canada avait toutes les preuves devant lui, des rapports qui soulignaient des problèmes différents, mais était plutôt concentré par l'argent en question que de offrir des services adéquats aux enfants et familles autochtones. Alors, donc, pour cette raison, 40 000 était le montant final décidé par le tribunal. Prochaine diapo. Alors, il y a eu ordonnance du tribunal qui précisait que les enfants des Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon et qui étaient inutilement appréhendés et retirés de leur foyer
de leur famille, de leur communauté qui n'ont pas bénéficié des services avaient droit à l'indemnisation, ainsi que les grands-parents aidants, les parents et grands-parents aidants des Premières Nations vivant dans les réserves. Alors, en fonction de l'ordonnance du tribunal, si on voulait toucher une indemnisation ou être admissible à l'indemnisation, il fallait avoir été retiré de son foyer, de sa famille et de sa communauté. Donc, les trois critères devaient être respectés. Prochaine diapo. Maintenant, en ce qui concerne l'autre groupe du principe de Jordan, le tribunal a précisé que les individus qui avaient droit à l'indemnisation étaient ces enfants qui ne pouvaient pas obtenir des services essentiels ou ont subi des lacunes, des retards ou même des refus de services qui auraient été disponibles en vertu du principe de Jordan. Et ça comprenait aussi les enfants qui n'ont pas été retirés de leur foyer. Ils sont restés avec leurs parents, mais se sont vus refuser des services. Prochaine diapo. Alors, le tribunal avait aussi des pouvoirs limités en vertu de la loi canadienne. Donc, même si le programme avait commencé en 1991, ces personnes qui avaient droit à l'indemnisation dans le cadre du processus du tribunal, eh bien, toute personne qui a été retirée entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2022 pour le groupe du principe de Jordan, eh bien, le tribunal avait noté que lorsque la Chambre des communes avait adopté le principe de Jordan en tant que principe juridique en 2007, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que la période s'appliquait pour les gens touchés par le groupe du principe de Jordan, donc entre le 12 décembre 2007 et le 2 novembre 2017. Alors, le tribunal avait également en fait, parlé des effets de la colonisation, les pensionnats, la rafle des années 60. Le tribunal a parlé de l'incidence sur les parents de tous ces événements, mais le tribunal a conclu que plusieurs parents n'avaient pas maltraité leurs enfants. Donc, si les enfants ont été retirés de leur foyer en raison d'un mal traitement de leurs parents, ces enfants ont été exclus du processus. Prochaine diapo. Alors voilà, c'était l'ordonnance du tribunal. Comme vous pouvez voir, la période était très limitée pendant laquelle les gens et les enfants étaient admissibles à l'indemnisation. Alors, en conséquence, en fait, suite aux problèmes nombreux de l'ordonnance du tribunal, l'APN a soumis son propre recours collectif concernant la discrimination pour voir si on pouvait offrir plus d'indemnisation aux gens et régler certains enjeux de l'ancienne procédure. Alors, comme je vous ai mentionné, il y avait plusieurs lacunes en ce qui concerne l'ordonnance d'indemnisation lorsqu'elle a été émise par le tribunal canadien. D'abord, c'était limité à 40 000 pour les particuliers. Ce montant ne reflétait pas les préjudices subis par les individus. C'était limité aux personnes qui ont été placées en dehors de la réserve avec des personnes qui n'étaient pas des membres de leur famille et les enfants placés avec un proche. Je vais en parler dans un instant. Mais là où un enfant était placé ou pris en charge auprès d'un ami ou d'une connaissance, ces enfants allaient avoir droit à l'indemnisation, peu importe le lieu du placement. Et évidemment, Et s'il y avait évidemment, un problème, il y avait un problème il y aussi avait un avec problème avec le délai limité le délai pendant pour le lequel droit à des gens avaient l'indemnisation. droit à une indemnisation. Prochaine diapo. Voici donc une illustration des problèmes dans l'ordonnance du tribunal des droits des personnes. Par exemple, supposons un parent qui a quatre enfants et les quatre enfants sont placés. Le premier enfant est placé dans un foyer d'accueil dans une réserve pendant 7 ans. Donc, parce que cet enfant est toujours dans sa communauté, il n'a pas droit à une indemnisation. Dans le deuxième cas, un enfant est placé dans un foyer d'accueil
à l'extérieur de la réserve pendant 2 mois, cet enfant aurait droit à une indemnisation de 40 000 dollars parce qu'il a été retiré de sa communauté, de son foyer et de et de sa famille. Le troisième enfant est placé sous les soins d'une tante qui vit hors réserve pendant 3 ans. Cet enfant n'a pas droit à une indemnisation parce qu'il a été placé au sein de sa propre famille. Dans le cas du quatrième enfant, il est placé hors réserve dans toute une succession de foyers d'accueil sur une période de 17 ans. Cet enfant aurait droit à une indemnisation de 40 000 dollars parce que l'enfant a été retiré de son foyer, de sa famille et de sa communauté. Comme vous voyez, l'ordonnance du tribunal n'est pas équitable. Deux de ces enfants, un placé dans la réserve et l'autre dans sa propre famille, n'auraient droit à aucune indemnisation. En ce qui concerne les enfants 2 et 4, on peut voir que les deux sont placés dans des foyers d'accueil hors réserve, mais dans un cas, il s'agit d'un placement de 2 mois qui donne droit à une indemnisation de 40 000 dollars, alors que l'autre a été coupé de sa famille et de sa communauté pendant 17 ans et il ne reçoit qu'une indemnisation de 40 000. Donc, les décisions de la tribunal ne tenaient pas compte des circonstances qu'auraient vécues les enfants pendant qu'ils sont placés. Prochaine diapo. Alors, pourquoi avons-nous lancé un recours collectif? Justement pour combler ces inéquités dans la décision du tribunal des droits de la personne. Nous voulions nous assurer que l'indemnisation était plus universelle. Par exemple, si quelqu'un est placé en foyer d'accueil pour une période de 2 mois, il ne devrait pas avoir la même indemnisation qu'un enfant qui est placé en foyer d'accueil pendant 17 ans. Donc, nous voulions nous assurer qu'il y avait euh, un barème d'indemnisation qui était proportionnel aux sévices vécus par les enfants sur une base individuelle plutôt que selon des critères beaucoup plus abstraits. Et on voulait donc corriger les déficiences de la déficient et nous voulions aussi élargir les critères d'admissibilité parce que, comme je le mentionnais, on ne couvrait que les gens, les demandeurs de la période, à compter de la période du 1er janvier 2006. Et donc, grâce au recours collectif, nous avons pu augmenter la période d'admissibilité aux individus qui ont été retirés de leur famille entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022. Quand nous avons lancé un recours collectif et que nous avons commencé des négociations pour en arriver à un règlement, nous nous sommes penchés aussi sur les problèmes du passé. L'APN avait ratifié l'accord de règlement pour les pensionnats et les externats. Et donc, il y a eu aussi le règlement sur la rafle des années 60. Et on voyait qu'il y avait plusieurs dispositions de ces règlements qui posaient problème. Et nous avons donc, armés de cette expérience, nous avons donc visé plus juste dans ce cas-ci. Nous voulions nous assurer que tout fardeau imposé à un individu soit minime. Donc, en ce qui concerne la participation au recours collectif, il n'est pas nécessaire pour cet individu de fournir toute une liasse de documents. On voulait donc limiter les embûches bureaucratiques pour participer à la classe, pour que les gens aient à documenter ce qu'ils ont vécu. Et, euh, dans d'autres dans le recours collectif pour les pensionnats, il fallait que les demandeurs soumettent une demande, fournissent toute la documentation d'appui, les dossiers médicaux et le reste et le reste. C'était un fardeau énorme pour un individu et c'était aussi une source de traumatisme. Et on voulait éviter justement d'imposer ce fardeau émotionnel et bureaucratique aux demandeurs dans ce cas-ci. Dans les accords de règlement du passé, une fois que quelqu'un avait soumis sa demande, il ne pouvait plus apporter de changement. S'il y avait plus d'informations ou d'autres documents qui pouvaient en fait donner droit à une indemnisation majorée, ces individus n'avaient pas le droit de modifier leur demande initiale. Et on voulait s'assurer que dans le cas de ce recours collectif, la, poli- le processus soit plus souple. Et on voulait aussi limiter de déclencher ou d'exposer les demandeurs à des situations traumatisantes. Et alors,
dans le cas des pensionnats et des externats, on a dû aller jusqu'à la Cour suprême du Canada pour déterminer comment les dossiers allaient être retenus et s'ils allaient être éliminés ou détruits. Et au bout de compte, en fin de compte, la Cour suprême du Canada a jugé que les demandes d'indemnisation appartiennent à l'individu et nous avons pu donc éliminer ce genre de problème dans le cas du recours collectif. Donc, le règlement définitif a été négocié au cours des dernières années et a été approuvé donc en avril 2023. C'est un accord relativement exhaustif qui comprend plusieurs dispositions pour tous les groupes. Et essentiellement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris la décision du Tribunal canadien des droits de la personne comme base pour déterminer euh, les bases minimales d'indemnisation et nous avons élargi euh, les dispositions en question ou le champ d'application de ces dispositions. Et nous avons cherché à corriger et à combler toutes les inadéquations et les déficits ou les insuffisances dans le décret original du tribunal pour inclure les groupes remontant jusqu'à 1991. Prochaine diapo. Donc, plusieurs classes sont couvertes, plusieurs groupes sont visés par ce nouvel accord de règlement. Il y a plusieurs programmes. Alors, avons, nous avons incorporé le principe de Jordan et nous avions aussi la classe des et la classe Trout. Alors, ce sont des cas semblables à celui du principe de Jordan, mais qui précèdent l'action lancée ou le recours lancé en invoquant le principe de Jordan. Donc, le premier groupe avec lequel traiter, c'est la classe des enfants qui ont été retirés de leur foyer familial pour être placés dans des foyers d'accueil. Peu importe où ils sont placés, ils ont pu être placés euh, au sein de leur famille, en réserve, dans la réserve, peu importe où les enfants étaient placés, en vertu de l'accord règlement maintenant, tous les enfants qui ont été euh, placés par le service aux autochtones a droit à une indemnisation pour la période entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022. Et il y a aussi d'autres ajouts et des bonifications. Donc, les individus auront droit à un supplément en plus de l'indemnité de base de 40 000 en fonction des circonstances particulières de chaque enfant pour en arriver à un règlement plus équitable. Par exemple, quand l'enfant est retiré, est-ce qu'il était nourrisson ou est-ce qu'il était adolescent? C'est un facteur à considérer. Et combien de temps passe-t-il en foyer d'accueil? Un an ou 17 ans? Encore une fois, ce serait tenu en compte, pris en compte. Est-ce que l'enfant a été retiré à cause d'un handicap, par exemple, auquel la famille ne pouvait pas, dont les besoins dépassaient les moyens de la famille, ou est-ce que l'enfant a été retiré pour des raisons plus arbitraires? Encore une fois, ce sont des circonstances prises en compte. L'enfant vient d'une communauté isolée? Combien de fois l'enfant a-t-il placé dans des foyers d'accueil successifs? Et nous avons prévu un budget de 2,5 millions pour le redressement des tares du groupe des enfants retirés de leur foyer. Et ensuite, il y a euh, le groupe des familles, des enfants retirés du foyer familial. Alors, cela couvre le cas des enfants qui vivent avec des parents ou des grands-parents et qui sont retirés. Et donc, les grands-parents, si les parents n'étaient pas dans le tableau, les grands-parents auraient droit à une indemnisation. Et on voulait s'assurer donc que peu importe qui s'occupe de l'enfant,
Lorsque l'enfant est retiré, cette famille a droit à une indemnisation. L'indemnité de base serait de 40 000 dollars, allant jusqu'à un maximum de 80 000 dollars. Et donc, l'indemnisation auquel aurait droit une famille est essentiellement pour deux enfants. Donc, dans le cas d'une famille avec quatre enfants, où les parents sont retirés, les parents ne recevront que 80 000 dollars au maximum. Parce que nous avons un budget essentiellement de 5,775 milliards de dollars pour les l'indemnisation des enfants supplémentaires. La raison pour laquelle le groupe des familles des enfants retirés du foyer familial est limité à deux enfants, c'est pour être en conformité avec les décisions initiales du Tribunal des droits des personnes. Prochaine diapo. Ensuite, nous avons le groupe portant sur les services essentiels et le groupe portant sur le principe de Jordan. Ces deux groupes sont donc semblables à celles du principe de Jordan. Le groupe portant sur les services essentiels est composé de ceux qui ont fait l'objet de discrimination quand l'enfant avait besoin de services essentiels, que ce soit médical, pour combler un déficit physique, et la période d'application est du 1er avril 1991 au 2 novembre 2017. Il s'agit donc, oui, alors, la classe des services essentiels, le groupe des services essentiels et le groupe du principe de Jordan est très semblable. Alors, les services essentiels est composé d'individus qui n'ont pas eu droit aux services essentiels auxquels ils avaient droit en vertu du principe de Jordan. Mais les services dont ils avaient besoin n'étaient pas pour des cas extrêmes. Et je vais revenir sur cette définition dans un instant. Ce que le tribunal avait ordonné en rapport avec le groupe du principe de Jordan, le tribunal avait dit donc, ces individus qui se sont vus refuser ou privés des services essentiels euh, à cause d'un délai ou d'un refus auraient droit à une indemnité de base de 40 000 dollars. Mais ce que le tribunal a dit, c'est que ces individus doivent satisfaire aux critères définissant le niveau d'impact maximal. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il faut regarder. S'il s'agit d'une indemnisation sur une base individuelle, imaginons qu'une personne, par exemple, quelqu'un comme Jordan River Anderson, par exemple, qui est un enfant avec de multiples handicaps, il tomberait dans la catégorie où il aurait droit à une indemnisation en vertu du principe de Jordan. Mais quelqu'un qui a besoin, par exemple, de lunettes et les obtient pas, et a peut-être eu des difficultés à l'école en conséquence, ne satisfait peut-être pas aux critères de l'impact maximal, même s'il a fait l'objet de discrimination. Donc, ce que nous avons fait avec ce groupe du principe de Jordan et des services essentiels, c'est que nous voulions nous assurer que tout individu qui a fait l'objet de discrimination ait droit à une indemnisation. Donc, pour les individus, évidemment, qui avaient le niveau d'impact maximal, recevraient l'indemnité de base de 40 000 dollars avec une bonification. Pour les individus qui avaient subi une discrimination quelconque, mais qui ne répondaient pas aux critères de l'impact maximal, auraient droit à une indemnisation de base jusqu'à 40 000 dollars. On ne sait pas encore quel sera le montant exact. Et ça dépendra, parce que nous ne savons pas non plus combien de demandes nous aurons. Donc, nous avons pour ce groupe ou ces deux groupes un budget de 3 milliards. Prochaine diapo. Donc, et le groupe Trout, le groupe des enfants visés par le dossier Trout, des enfants qui ont qui ont fait l'objet de discrimination, une fois que le principe de Jordan a été enchâssé dans la loi et les programmes du gouvernement du Canada. Il s'agit de personnes qui avaient besoin de services médicaux essentiels ou d'un autre service pour leurs enfants pour la période entre 1991 et le 11 décembre 2007. Et donc,
L'indemnité de base est de 20 000 dollars plus bonification. Et la raison pour laquelle ce groupe reçoit moins d'argent que les autres, c'est parce que beaucoup de ces individus n'auraient pas droit à une indemnisation au terme de la loi. Alors, ils n'auraient pas le, le délai, la période de prescription se serait appliquée et ils n'auraient pas normalement droit à une indemnisation. Donc, nous voulions être équitables envers ces individus et nous assurer qu'ils aient quand même une indemnisation, d'où la définition de ce groupe visé par le dossier Trout. Et ensuite, il y a le groupe des enfants visés par le principe de Jordan ou le dossier Trout. Ce sont les parents, il s'agit des parents, des grands-parents responsables d'un membre des groupes du principe de Jordan, des services essentiels et du dossier Trout. Et cette famille visée par le principe de Jordan aurait droit à 40 000 dollars. La famille visée par le dossier Trout aurait droit à un montant déterminé à une autre lors de la mise en œuvre par le comité de mise en œuvre du règlement. La dernière catégorie est la catégorie en anglais KITH, mais c'est le groupe des enfants pris en charge par des proches. C'était un groupe préféré. Si un enfant est retiré par le service de protection de l'enfance pour que l'enfant ait droit à une indemnisation, il faudrait que, en vertu de la décision initiale du tribunal des droits de la personne, l'enfant doit être retiré de son foyer, de sa famille et de sa communauté. Mais s'il était placé à- chez un autre membre de la famille, il n'avait pas droit à une indemnisation. Le recours collectif a voulu rectifier cette iniquité. Et nous avons aussi, alors, des en- le groupe des familles des enfants pris en charge par des proches sont les parents dont les enfants ont été pris en charge par un proche au moment de leur retrait. Pour cette période du 1er avril 91 au 31 mars 2022. Donc, si le service de protection de l'enfance dit, nous avons des inquiétudes par rapport à votre enfant, et là, les parents disent, je vais placer euh, mon enfant chez un membre de la famille en dehors de la réserve, et dès que l'enfant est retiré de la réserve, à ce moment-là, le service de protection de l'enfance n'a plus de rôle à jouer. Mais en vertu du recours collectif, ces familles auraient droit à une indemnité de 40 000 dollars. Donc, le service de protection de l'enfance doit être impliqué au départ. Si, par exemple, une personne vit en réserve et doit aller à l'école secondaire et décide donc de déménager en dehors de la réserve et de vivre avec un membre de la famille, en- ces individus n'auraient droit à une indemnisation parce qu'ils n'ont pas été retirés par le service de protection de l'enfance des enfants autochtones. Et comme dans le cas des autres groupes, donc les parents ou les grands-parents responsables d'un enfant, d'un membre du groupe des enfants pris en charge par un proche, ont droit à une indemnisation. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup d'individus qui tombent, qui fassent partie de ce groupe. La tendance a été de placer les enfants hors réserve volontairement et l'enfant revenait en réserve. Et là, à un moment donné, il pouvait être retiré de son foyer par le service de protection de l'enfance éventuellement. Donc, beaucoup des enfants de ceux qui pourraient faire partie de ce groupe euh, appartiendraient à d'autres groupes aussi. Il fallait aussi s'assurer que d'autres services soient fournis aux individus visés par le recours. Quand l'APN a demandé une indemnisation au départ, nous voulions qu'il y ait aussi une indemnisation versée au frangin de l'enfant qui est retiré, de même qu'à la famille étendue. Parce que, comme on sait, dès que l'enfant est retiré de sa famille, la famille, au sens large, euh, est- en souffre aussi. Les oncles, les oncles, les tantes, les frères et sœurs. Malheureusement, le tribunal des droits de la personne n'était pas d'accord avec notre analyse et n'a pas accordé d'indemnisation. Et donc, nous avons
pour essayer de redresser ce tort, créer un fonds qui pourrait aider les gens qui ont fait l'objet de discrimination, mais que, alors par exemple, un frère ou le frère ou la sœur d'un enfant visé faisant partie d'un des groupes. Et nous avons aussi créé un fonds pour les proches des enfants en vertu du principe de Jordan. Et c'est un fonds qui est donc à la disposition des individus et qui ont des besoins assimilables au principe de Jordan dans l'avenir. Et nous voulions aussi que la notion d'intérêt et de supplément ou d'excédent soit incluse dans la décision. Et nous voulions nous assurer que les enfants qui étaient visés par la décision du tribunal reçoivent des intérêts en- sur l'indemnisation qui leur est versée. Mais il y a des individus qui ne sont pas couverts par la décision du tribunal et qui devront attendre plusieurs années avant de recevoir une indemnisation. Et il s'agit de parents qui ont peut-être un enfant qui a été placé à l'âge de 5 ans et on ne sait pas le nombre d'années qui pourrait s'écouler avant que l'enfant soit. Donc, nous voulons nous assurer que l'indemnisation de 40 000 dollars à laquelle l'enfant a droit maintenant soit quand même équivalente à 40 000 dollars dans l'avenir en dollars futurs. Donc, autrement dit, on veut s'assurer que l'indemnisation de 40 000 dollars auquel l'enfant a droit aujourd'hui soit compensée dans des fonds équivalents dans l'avenir pour couvrir des choses comme l'inflation, l'augmentation du coût de la vie. Et nous avons aussi euh, élaboré des compléments et un régime de bonification pour améliorer l'indemnisation individuelle. Par exemple, si on a un enfant qui est retiré de sa famille à l'âge de 2 ans, qui est placé dans des foyers d'accueil pendant 16 ans, dans toute une succession de foyers, le placement était peut-être à cause d'un besoin médical auquel l- l'enfant n'a pas eu droit. Alors, dans ce cas, il faudrait déterminer quelles sont les indemnisations auxquelles l'enfant devrait avoir droit, en plus de l'indemnisation de base de 40 000 dollars. Prochaine diapo. Dans les accords de règlement antérieurs, nous avons noté d'autres manquements, et en particulier des mesures de soutien pour les demandeurs. Et comme je l'ai dit, dans d'autres accords de règlement, pour que quelqu'un puisse soumettre une demande, il fallait remplir un formulaire, il fallait fournir des dossiers médicaux et d'autres documents à l'appui de la demande, essentiellement prouvant le droit à l'admissibilité à l'indemnisation. Nous voulions améliorer le processus dans le cas du recours collectif. Comme vous le savez, l'administrateur du recours collectif a les noms, les dates de naissance de tous les individus qui ont été appréhendés par le gouvernement du Canada en vertu du programme de services de protection de l'enfance. Donc, nous avons déjà beaucoup d'informations sur les individus visés. Et donc, le premier formulaire que doit envoyer un demandeur éventuel, c'est essentiellement le nom, la date de naissance et c'est tout. Cette information est envoyée à l'administrateur et regarde le nom, la date de naissance et le statut. Et si l'information peut être vérifiée, l'administrateur, le demandeur a droit à l'indemnisation de 40 000 dollars. Et on a aussi prévu des coordinateurs qui peuvent aider. Alors, par exemple, si l'administrateur confirme oui, cet individu est admissible, voici l'information que nous avons. Bon, il peut euh, peut-être que les dossiers disent que l'enfant a été placé pendant une période de 6 ans, alors qu'il a été placé pendant 8 ans. Alors, les coordinateurs vont pouvoir travailler avec l'individu qui soumet sa demande pour s'assurer que tous les renseignements sont exacts et aider les demandeurs qui font une demande. On veut s'assurer que les demandeurs n'ont pas à se dépatouiller tout seuls et pour naviguer la bureaucratie et
soumettre toute la documentation voulue. Donc, c'est l'administrateur qui assume ce fardeau. Et deuxièmement, nous avons aussi des coordinateurs de services. Quand les, les agents de soutien euh, travaillent avec un demandeur, ils peuvent s'apercevoir, par exemple, que la personne, le demandeur, a besoin de services de santé mentale. Ou... Et donc, coordinateurs de services travaillent avec d'autres experts de santé mentale, en toxicomanie, soutien sanitaire, pour assurer que les services nécessaires soient fournis aux demandeurs. On veut s'assurer aussi que les soutiens nécessaires en matière de toxicomanie soient fournis en cas de besoin. Nous voulons nous assurer que nous voulons nous assurer que les demandeurs jouissent de tous les soutiens nécessaires pour naviguer le processus. Et il y a aussi des soutiens culturels et des soutiens à la culture financière. On sait que lorsqu'un individu reçoit un chèque pour un montant important, ça peut être un choc et certains individus ont de la difficulté à gérer autant d'argent d'un coup. Et donc, nous avons des agents qui sont là pour expliquer comment trouver, par exemple, comment prendre un certificat de placement garanti, comment gérer un budget. Et, et encore une fois, ça fait partie des services complémentaires qui sont offerts. Aucun de ces services est obligatoire, mais ils seront mis à la disposition des individus qui veulent s'en prévaloir. Prochaine diapo. Alors, voilà donc l'accord de règlement. Ça a été un long cheminement pour en arriver là. L'une des choses sur lesquelles nous avons insisté, tant au niveau de la Cour fédérale que du Tribunal des droits de la personne, c'est les sévices subis par les demandeurs. Ce que nous avons trouvé au niveau du tribunal, c'est que beaucoup des enfants qui ont été appréhendés et placés en foyer d'accueil l'ont été de façon arbitraire. Ce n'était pas nécessaire. Par exemple, l'incitatif pervers dans le programme lui-même a fait en sorte que un enfant dans une famille n'aurait pas droit à des services à moins qu'il soit appréhendé et retiré de sa famille. C'était très différent du régime qui existait dans les provinces pour les enfants non autochtones où les services de protection de l'enfance se fournissent tous les services nécessaires et le retrait de la famille est vraiment le dernier recours. Alors que dans le cas des enfants autochtones, c'était le seul recours. Et nous avons trouvé que environ 95% des enfants qui ont été retirés de leur foyer n'avaient pas besoin de l'être. S'il y avait eu des programmes provinciaux adéquats offerts aux parents et aux enfants en question. La plupart du temps, ça aurait été suffisant pour que l'enfant puisse rester dans son foyer sous les soins de ses parents. Et c'est ça qui était l'aspect le plus décourageant, je crois, avant que le fait que on avait des foyers avec des parents très dévoués qui étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour leurs enfants et simplement à cause d'un problème bureaucratique devaient subir le retrait de leur enfant. Et s'il y avait eu des programmes adéquats, s'il y avait eu les fonds nécessaires pour que les services de protection de l'enfant puissent offrir des services de prévention ou des mesures beaucoup moins intrusives, beaucoup de ces enfants n'auraient jamais été retirés de leur foyer. Donc, dans le travail que nous faisons au niveau de la réforme, nous essayons justement de corriger ces problèmes. Mais c'est ça qui était le plus décourageant. Et c'est la raison pour laquelle le tribunal a acquiescer les demandes de l'APN. Parce que le Canada aurait pu fournir les fonds nécessaires, mais ne l'a pas fait. Et donc, le gouvernement a manqué à son obligation et c'est la raison pour laquelle nous avons réussi à conclure un accord de règlement. Et nous sommes très satisfaits du résultat. L'indemnisation devrait commencer à être versée aux individus à compter du 10 mars, donc dans à peine un mois. Voilà le survol. Voilà, ça explique où nous en sommes et je suis prêt pour vos questions.
Vous trouverez d'autres informations sur le site web. Nous apprécions beaucoup la conversation que nous avons eue avec vous, Stuart. Euh, c'est bon de comprendre l'historique et tout le cheminement que nous avons fait, parce que parce que c'est vrai que le langage peut être et quand on parle de groupes de familles des proches, alors ça peut être compliqué à comprendre toutes ces notions. Merci beaucoup de vos explications claires et de votre contribution. Euh, alors, les webinaires sont enregistrés sur le site web et le site web justement est affiché à l'écran. Donc, vous pouvez le trouver justement sous General Information Contact at firstnationschildclaims.ca. Et je vous signale qu'il est important de prendre soin de vous parce que quand on parle de ces sujets, euh, ça peut être déclencheur. Et si jamais vous éprouvez des difficultés émotionnelles, sachez il y a des services de soutien de santé mentale à votre disposition 24 heures sur 24. Alors que ce soit 11 heures le soir ou pendant la journée, pendant la nuit, euh, vous pouvez vous tourner vers ce service. Merci beaucoup. À mesure que en écoutant, nous apprenons et plus on apprend, plus nous sommes mieux équipés pour redonner à la communauté. Merci beaucoup. Naichiho Miigwech. Hi, hi. Et dans ma culture, on dit simplement ma main sur le cœur. Je pose ma main sur mon cœur. Alors, encore une fois, pour d'autres informations sur le soutien, composez le 1-855-242-3310. Merci beaucoup encore une fois de votre contribution. Et n'oubliez pas, notre seconde conversation aura lieu demain matin. Si vous ne êtes pas encore inscrit, faites-le. Merci beaucoup, Monsieur Stewart, Stewart Woodcock, de votre temps.